sur Excel. Il faut que je mette ma trombine. C'est pour que ça rende un peu vivant, quoi. Et comme j'ai un peu d'ego, je me vois quand je regarde le film. Bon, donc on nous demande de calculer ça, et d'abord, la première question qu'on nous pose, c'est de calculer les coefficients budgétaires. D'accord? Comment on va faire pour calculer les coefficients budgétaires? Les coefficients budgétaires, c'est d'abord calculer la dépense totale. Donc si on fait la somme de tout ça, de tous ces éléments, la somme en colonne, ici, on va obtenir quelque chose qui est la dépense totale. Ok? Donc si je fais la somme, je vais mettre ça comme ça, somme, après on va le faire sur Excel, la somme de tout ça, je vais obtenir la dépense totale. Et puis après, une fois que j'aurai la dépense totale, le coefficient budgétaire, c'est simplement la part de chacune des catégories dans c'est la part de chacune des catégories dans le panier total. Donc la somme des coefficients budgétaires, si on les note en pourcent, ça doit être 100%. D'accord? Donc c'est ça qu'on doit faire. On doit calculer la structure du panier de consommation en attribuant des coefficients budgétaires. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on le fasse sur Excel. D'accord? Donc regardez sur Excel. Regardez bien Excel comment ça se présente. Ici j'ai le tableau tel qu'on nous l'a donné. Les dépenses des ménages, après on utilisera le premier tableau, mais commençons par ce tableau-là. C'est les dépenses des ménages à prix courant en milliards d'euros. On a différents types de biens. Le premier c'est biens, services marchands, logements, services non marchands. D'accord? Donc la première chose qu'on doit faire pour calculer les coefficients budgétaires, c'est sommer tout ça pour obtenir la dépense totale. Comment on fait pour sommer? Vous placez, vous voyez, j'ai ma petite souris là, d'accord? Je mets en surbrillance la case B16, d'accord? Là où l'endroit où vous indiquez le total. Et je mets ça et je vais sommer ce qui est au-dessus. Comment je fais pour sommer ce qui est au-dessus? Soit j'utilise une fonction Excel qui est la somme, et vous voyez que je mets somme, je mets égal parce que je vais rentrer une formule, et je fais la somme de tous ces éléments-là. D'accord? C'est la somme de B12 à B15. Donc B12 et B15, vous avez compris, B c'est la colonne B, 12 c'est la bien, plus B13, plus B14, plus B15. Je ferme la parenthèse, je clique et j'ai le résultat. C'est bon? Évidemment, ce que je peux faire, c'est que je dois le faire aussi pour la colonne d'à côté. Pour la colonne d'à côté, je pourrais réécrire la formule. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire une copie. Pourquoi? Parce que la somme de B12 à B15, cette formule-là, si je la recopie à côté, elle va automatiquement se recalculer en calculant la somme non plus de B12 à B15, mais la somme de C12 à C15. Elle va s'adapter à la colonne. Et puis, c'est la même chose ici. Si je le fais de la même manière, je recopie, je vais trouver la somme de D12 à D15. Donc, ce que je fais, c'est que je prends cette colonne, je fais un CTRL-C, d'accord? CTRL-C, ça veut dire je copie, CTRL-C, je copie, et je colle. Et je colle simultanément sur les deux. Je colle. Si je colle, j'ai collé. Normalement, en collant, il a repris la même formule, mais il l'a adapté. Vérifions que ce soit juste. Vous voyez bien que là, c'est là ce qui apparaît. Regardez en haut. Vous voyez, en haut, vous avez la somme, la formule qui est là, juste à cet endroit. D'accord? Et vous voyez là, c'est bien la somme de C12 à C15 et la somme de D12 à D15. Donc j'ai trouvé le résultat. C'est bon? Vous avez un petit peu d'habitude sur Excel ou pas? Vous l'avez vu au niveau du lycée? Non. Non. C'est relativement facile à obtenir. Ah, pas obtenir, à manipuler. D'accord? Donc, maintenant j'ai le total. Alors comme je fais ça proprement, le total, je peux le mettre en... Ouais, non, je ne fais pas ça proprement. C'est pas grave, je vais le mettre en gras, mais le gras il est caché par mon enregistrement. Donc maintenant, je dois calculer le coefficient budgétaire. C'est quoi le coefficient budgétaire du bien? C'est simplement la dépense que vous avez eue en bien, c'est le pourcentage dans votre panier de valeur qui vient de la dépense en bien.
Donc, cette dépense en biens, elle vaut combien? Elle vaut 316,4. C'est la cellule B12. D'accord? Et je dois, pour le trouver, le diviser par la dépense totale. D'accord? Et si je fais ça, j'obtiens un résultat. Mais évidemment, d'accord, donc le résultat, il est mesuré ici. Je pourrais le mesurer éventuellement en étant rigoureux. Ça, je vais le mettre ailleurs. Je peux le mesurer en pourcent. D'accord, en pourcent, c'est... Non, c'est pas dans le fichier. Ah. En pourcent, il est où les pourcents? Mise en page, accueil. Voilà, je peux le mesurer en pourcent, d'accord? Vous voyez, si je le mets, là j'ai mis tout le tableau en pourcent. Donc du coup, hop, ça le met en pourcent. Et puis je peux aller chercher quelques chiffres après la virgule si je veux. 54,81, c'est ça le résultat. Mais le problème, c'est qu'évidemment ensuite je vais refaire le même calcul. J'aimerais bien pouvoir recopier la cellule. Le problème, c'est que si je recopie cette cellule en dessous, je fais clic droit sur cette cellule, d'accord? Je fais copier et j'essaie de la coller en dessous. Et qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner n'importe quoi. Pourquoi? Parce que vous voyez bien que quand il recopie, il va faire B13 sur B17. C'est indiqué là-haut. Et B13 sur B17, c'est 201,7 divisé non plus par B16, mais divisé par B17. Pourquoi? Parce que quand je recopie, il décale automatiquement la formule. Donc le problème, c'est qu'il aurait fallu que je mette dans cette formule des ou un dollar. Où je le mets, le dollar, je le mets devant le 16 pour signifier que le 16 ne doit pas... Je mets pas un dollar, je mets un sterling. Pour signifier que le 16 ne doit pas changer quand je recopie la formule. D'accord? Donc cette fois, j'y vais, je clique, ça donne toujours le même résultat. D'accord? Mais cette fois, cette formule, je peux la copier et je peux la coller en dessous. D'accord? Et là, pour le coup, ça va marcher. C'est bien B13 sur B16. Ok? Évidemment, ce que je viens de faire ici, copier, coller, je peux le faire sur l'intégralité du tableau. Pourquoi? Parce que quand je vais me déplacer dans le tableau, vous voyez bien que mes colonnes vont se décaler. Mais ce que je dois calculer en 2000 et 2010, c'est exactement le décalage de la colonne. Et puis, par contre, le dénominateur, 793,3, etc., comme je n'ai pas mis de dollars devant le C, il va bouger avec la colonne. On est d'accord? Donc, je colle et j'obtiens le résultat. D'accord? Éventuellement, ce que je n'ai pas fait, vous pourriez vérifier que tout ça somme bien à 1. Mathématiquement, ça somme à 1. Si ça ne marche pas, c'est qu'on a fait une grave erreur. D'accord? C'est le total. Donc je le vérifie en dessous, ça fait bien 100%. D'accord? Et c'est vrai sur toutes les colonnes. Ce sont bien des coefficients budgétaires. C'est bon? Franchement, prenez les trucs Excel et amusez-vous avec les trucs Excel. Après, le reste, les mathématiques qui sont derrière, c'est pas très compliqué. Donc ça, on a répondu à la première question, je pense. Calculer les coefficients budgétaires associés à chaque catégorie de biens ou services. Donc je vous laisse compléter le truc. Je mettrai le résultat sur le NT. Tous les slides et les films, non, les films ils sont sur YouTube. Mais les slides, ils sont sur les diapositives, on dit en français. Ils sont sur le NT, sur l'EPI, l'espace pédagogique interactif. Bon, question suivante. On nous demande de calculer les indices. Donc ça, c'est pareil, c'est pas très compliqué. On nous dit calculer les indices de valeur pour 2000 et 2010, base 100 en 1990. C'est un peu pénible, hein. Donc c'est 100 pour chaque, puisque c'est la base 100 en 1990. D'accord? On prend un exemple de calcul. Pour le bien, qu'est-ce qu'on fait en 2000? On prend 407,1, on le divise par 307,4, on est d'accord? Puisque c'est la base 100, et on le multiplie par 100. C'est ça le résultat. Vous l'avez calculé? Il faut compléter tout ce tableau. Donc il faut faire 1, 2, 3, 2 fois 5 calculs. C'est un peu pénible. Qu'est-ce que ça donne sur Excel?
c'est là. On nous demande de calculer l'indice valeur base 100 1990. D'accord? Donc c'est ce tableau-là. Donc en 1990, puisque c'est base 100, ça vaut 100. C'est ce que j'ai expliqué déjà précédemment. Donc là, ce qu'il faut, c'est rentrer la formule qui va marcher. Comment vous faites? Vous prenez la valeur en 2000, vous la divisez par la valeur en 1990 et vous multipliez par 100. Si je veux pouvoir recopier cette formule, je voudrais la recopier cette formule dans mon tableau pour le faire en une seule fois. Ok? Ça veut dire que quand je vais le recopier dans les autres cellules du tableau, il y a des choses qui vont devoir ne pas bouger. Ce qui ne doit pas bouger, c'est quoi? C'est le fait que la référence, c'est l'année 1990. Donc, il faut toujours que le calcul soit fait à partir de la colonne B, puisque c'est indice base 100 1990. Donc, le dollar, je dois le mettre là. Je le mets devant le B, pour dire que quand je recopie la formule, le B ne bouge pas. En revanche, le 12, lui, va bouger avec les lignes, et c'est bien ce que je veux faire. Donc, je fais ce calcul, c'est fait ici, et ensuite, je le prends, je clique droit, je fais copier, je le colle, je désigne la zone dans laquelle je le collais, et je fais collage, c'est pas un collage spécial, c'est un collage normal, et j'obtiens le résultat. Évidemment, vous pouvez vérifier sur n'importe quoi que le calcul il est bon. C'est bien D15 divisé par B15 multiplié par 100. D'accord? Ok? C'est pas trop difficile. Donc on a trouvé tous les résultats en une seule fois, donc on ne s'est pas épuisé sur notre calculatrice à le faire. C'est pour ça qu'il faut utiliser Excel, y compris même pour préparer vos TD quand ce n'est pas une séance informatique. D'ailleurs, le fichier était donné sur le fichier que j'ai donné, il était d'ailleurs corrigé sur le pays, puisque je l'ai pris ce matin, avant de venir pour préparer le TD, la direction d'études. C'est bon sur Excel? Il faut vraiment que vous amusiez un peu à jouer avec ça et être à l'aise par rapport à ça. C'est pas des choses très compliquées. Il faut être un peu rigoureux et y réfléchir un instant. Et c'est très utile dans la vie. Très utile dans la vie. Dans le master, les gens disent, quand il y a des professionnels qui viennent, ils disent, je vous donne un conseil, c'est épatez toujours votre N+1, donc votre chef, par votre maîtrise de Excel. Donc la maîtrise de Excel, c'est tout, c'est la capacité à travailler très vite sur Excel, à faire des graphiques, à faire des machins, etc., à faire des petits calculs de coin de table sur Excel. D'accord? Donc connaître bien l'outil. Donc autant commencer dès la première année, je peux vous dire que c'est quelque chose que vous aurez toute votre vie et qui est toujours utile. Donc ça, c'était la question 2. D'accord? C'est bon? On revient je vais être bêtise. On revient à la question suivante. Est-ce qu'on a bien répondu aux questions? Quel problème pose ce type d'indice pour analyser l'évolution de la dépense des ménages? Le problème de ce type d'indice pour analyser l'évolution de la dépense des ménages, c'est quoi? L'évolution de la dépense totale des ménages, notamment. D'accord? De la dépense totale des ménages. C'est que précisément, on ne tient pas compte de la déformation de la structure de la dépense. Chaque catégorie voit des variations, mais la variation de la valeur totale, de la dépense totale, c'est la combinaison d'une variation des prix et d'une variation des quantités. Donc, c'est la combinaison d'une variation des structures et d'une variation des prix, typiquement. Exactement comme on avait ça tout à l'heure. Donc, c'est pas un problème. C'est que, en fait, on voit l'augmentation globale de la dépense des ménages, mais on n'est pas capable de séparer ce qui, dans l'évolution de la dépense des ménages, relève de l'évolution des prix et de l'évolution de la structure, de l'évolution des prix et de l'évolution des quantités. C'est donc évidemment ce que l'on va faire maintenant. Donc, précisément, pour essayer de raffiner un peu les choses, on nous donne un autre tableau, qui est aussi sur le fichier Excel, qui cette fois distingue, vous voyez, pour chacune des catégories, distingue ce qu'on appelle une quantité et ce que l'on appelle un prix. Donc, la manière dont on définit un prix ou une quantité, ça dépend évidemment de l'unité de mesure, d'accord?
quel est le prix de la banane, c'est différent si c'est 100 kg de banane ou une tonne de banane ou une banane. Enfin, sachant encore que la banane peut être d'un poids différent. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que le niveau des prix lui-même n'a pas de signification. Dire que le prix vaut 1, ça ne veut pas dire que tous les biens valent 1 euro. Ça veut dire simplement que si le prix valait 1 en 1990, il vaut 1,1 en 2000, et donc il a augmenté de 10%. D'accord ? Si le prix des services marchands est de 10, c'est pas qu'un service marchand est 10 fois plus cher qu'un bien, ça n'a pas de signification. Ce qui a une signification, c'est l'évolution du prix du service marchand. On est d'accord ? C'est donc ça qui est contenu dans ce tableau. Comme on ne sait pas ce qu'est le logement, on ne sait pas si c'est des mètres carrés ou des kilomètres carrés, ça n'a pas de signification non plus. Par contre, ce que l'on voit, c'est que le prix est passé de 15 à 19,6. Et donc on est capable de juger son évolution. Et c'est ça qui est intéressant dans ce truc-là. Évidemment, ce que vous voyez aussi, c'est que pour chacune des catégories prises individuellement, le prix, donc ce que j'appelle prix ici, multiplié par la quantité, d'accord, c'est exactement égal à ce qu'on appelait la dépense précédemment. Ceci pour chaque catégorie. D'accord ? On doit peut-être vérifier que c'est juste. On prenait l'exemple de l'année 2000, montrer que l'indice de valeur peut être calculé comme le produit de l'indice de prix et de quantité. Donc effectivement, si vous considérez une catégorie particulière, on nous dit, il faut montrer que l'indice de valeur peut être calculé comme le prix de l'indice de prix et de l'indice de quantité. Donc prenez une catégorie particulière, les biens, la première catégorie, d'accord ? Donc on est OK que ce qu'on appelle la dépense en biens, l'année 1990, c'est P90 multiplié par Q90. Ce qu'on appelle la dépense en biens en 2000, c'est D2000, c'est P en 2000 multiplié par Q 2000. Si vous calculez l'indice de la dépense de 2000 en base 190, d'accord, ceci, ce n'est rien d'autre que P90, P2000, je commence mal, P2000 multiplié par Q2000 divisé par P90 multiplié par Q90, le tout multiplié par 100. On est d'accord ? Et ça, vous pouvez le séparer en deux morceaux. C'est P00 divisé par P90 multiplié par Q00 divisé par Q90, le tout multiplié par 100. Ceci n'est rien d'autre que l'indice des prix base 190. Ceci n'est rien d'autre que l'indice des quantités base 190. Donc, ce n'est pas rien d'autre, c'est le coefficient multiplicateur. Donc en fait, pour avoir l'indice, il faut multiplier par 100. On est d'accord ? Donc, on est d'accord que l'indice des valeurs, c'est bien le produit des indices élémentaires de prix et de quantité. Donc si on considère une catégorie, ceci est juste. D'accord ? Ceci est juste. Oui ? C'est différent, là-bas, ce sont des indices élémentaires de prix et des quantités qui se multiplient. Oui, parce que là, ce sont des indices élémentaires. Mais on ne peut pas multiplier l'indice de l'aspect de prix et l'aspect. Non, là, j'ai pris pour une catégorie particulière. Donc, je réponds à la question. On me parle pas ici d'un indice de l'aspect machin, on me parle de prix et de quantité, donnés comme ça. Si la catégorie est homogène, ce sont des indices élémentaires, et donc l'indice du produit, c'est le produit des indices. On peut le vérifier sur Excel si vous voulez. Regardons si c'est vrai sur Excel. Je n'ai pas fait ça. J'espère que c'est vrai. Si ça ne marche pas, ça va être terrible. D'accord ? Vous avez le résultat ici. OK ? Ouais, alors, vérifier sur Excel, c'est pas si simple que ça parce qu'il faudrait que je mette. Ouais. Bon, essayons de le faire pour. Essayons de le faire pour les biens entre 90 et 2000. D'accord ? Donc, vous voyez le 128,7 qui est là. On va voir si ça marche sur. On va essayer de le calculer là d'une autre manière. Donc, si on calcule, on peut le calculer aussi comme étant, j'ai dit, le 128,7 qui est là, c'est l'indice de valeur des biens de 2000 en base 190. Donc, j'ai dit, c'est le produit des indices de prix par les indices de quantité
Mais attention, il faut bien manipuler les 100. Donc qu'est-ce que je fais? Je peux dire que je peux regarder si c'est vrai ou pas. C'est quoi l'indice de prix des biens entre 2000 et 90? C'est 1,1 divisé par 1, d'accord? Ok? Ceci n'est pas l'indice, c'est le coefficient, c'est le coefficient multiplicateur. C'est l'indice des prix divisé par 100. Et je dois le multiplier par l'indice des quantités. Donc l'indice des quantités, c'est ceci divisé par cela. D'accord? Donc là, ce que j'ai bien fait, c'est C3 divisé par B3. C'est bien quelque chose qui me donne l'indice des prix. Bon. Alors après, je ne sais pas combien de chiffres il y a après la virgule, je ne vais pas regarder. Mais ça doit être 1,1, logiquement, ça va de 1,0 à 1,1. Et ensuite, l'indice des quantités passe de 316 à 363. Donc je fais G3 divisé par F3. Si je multiplie par 100, qu'est-ce que je dois obtenir? Qu'est-ce que je dois obtenir si je fais ce calcul? C'est le produit de l'indice des prix par l'indice des quantités. Si ce que j'ai dit est juste, ça doit me donner exactement le 128,7 que j'ai calculé là. D'accord? Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Pourquoi c'est pas vrai? Deux solutions. Soit on a des problèmes d'arrondi, soit on a des problèmes d'arrondi, d'accord? Ça peut être le premier truc. Soit, en fait, ce qui se passe, c'est que la catégorie des biens elle-même, et je pense que c'est ça la solution, parce que ça doit être quelque chose qui a été pris sur le site de l'INSEE, la catégorie des biens elle-même n'est pas une catégorie homogène, d'accord? Donc en fait, quand on nous explique qu'on a calculé un indice de prix ou un prix du bien, c'est pas un prix du bien, mais c'est lui-même un indice de prix, d'accord? C'est lui-même un indice de prix. C'est lui-même un indice composite des prix. Un indice, comment on appelle ça? Pas composite, un indice... il y a élémentaire et après c'est quoi? C'est composite? Un indice synthétique. L'indice des prix qu'on a calculé là, le prix qu'on a calculé là et l'indice qui est associé, c'est lui-même un indice synthétique. Bah oui, c'est agrégé. Et donc du coup, quand on fait ce calcul-là, bah, c'est pas vrai que la catégorie bien est une catégorie avec un indice élémentaire. Donc ça ne va pas fonctionner. Et c'est la raison pour laquelle on n'obtient pas le même résultat. Donc la question, je vous conclurai que la question n'est pas très pertinente, puisque on ne le retrouve pas dans les données. Et si on ne le retrouve pas dans les données, c'est bien pour cette raison-là. C'est parce que le prix du bien, il n'y a pas qu'un seul bien, et donc la catégorie bien est elle-même affectée par un effet de structure. D'accord? Du coup, j'ai voulu faire une petite démonstration, et ça introduit du trouble. Ça introduit du trouble. Je vérifie quand même qu'on ne s'est pas trompé. On a bien comparé sur le bien 2000 à ça. Une manière de vérifier, c'est de vérifier la chose suivante. C'est de vérifier que en 2000, d'accord, en 2000, si vous prenez le prix de 2000 multiplié par la quantité de 2000, vous devriez trouver combien? Vous devriez trouver exactement 407,1. Est-ce le cas? Non, c'est pas exactement le cas. Donc il y a quelque chose qui n'est pas cohérent dans les données, d'accord? C'est quand même un peu troublant. Il faudrait que je vois ça, faire attention à ce que cet exercice soit mieux rédigé. Parce que vous voyez bien que c'est quelque chose qui ne va pas, c'est que quand je fais le prix multiplié par la quantité ici, je ne trouve pas 407,1. Et ça, c'est toujours la même raison, enfin, c'est la même manière que quand on est dans un indice synthétique, le produit de deux indices synthétiques ne donne pas un indice synthétique. Le produit de deux Laspers n'est pas un Lasper. C'est le produit d'un Lasper par un page qui donne un Lasper. D'accord? Donc il n'est pas étonnant non plus qu'on ne trouve pas le résultat. D'accord? C'est des données qui sont des données réelles. Donc vous réfléchirez à ces questions, mais si les catégories avaient été uniques, le résultat aurait dû être le bon. Et si on ne retrouve pas le même résultat, c'est parce que les biens, les catégories, sont elles-mêmes des catégories agrégées
Et les indices de prix et de quantité qu'on nous a donnés au-dessus sont eux-mêmes des indices synthétiques. Bon, donc en prenant l'exemple de l'année 2000, montrer que l'indice de valeur peut être calculé comme le produit de l'indice de prix et de quantité. Ma démonstration est juste, d'accord, mais elle ne fonctionne pas simplement parce que la dépense, c'est pas simplement P fois Q. La dépense, même pour un bien, c'est P scalaire Q. On tient compte de plein de prix et de plein de quantités. Et donc ça ne marche pas de cette manière-là. D'accord ? Mais ce n'était pas ce qu'on nous posait comme question. Expliquer la différence entre un indice de Laspers et un indice de Pache. C'est quoi la différence entre un indice de Laspers et un indice de Pache? C'est, imaginez que vous observiez la valeur d'un panier, du panier de consommation que vous avez, sa valeur, la note V0. C'est la valeur à l'instant 0. C'est quoi? C'est la somme, si vous avez n biens, c'est la somme de i égale 1 à n biens, des prix à l'instant 0 pour le bien i, multiplié par la quantité de bien 0, de bien 1, pardon, à la date 0, pardon, P0i, c'est le prix à la date 0 pour le bien i, multiplié par la quantité consommée dans le panier du bien i à la date 0. C'est donc la somme de i égale 1 à n des P0i multiplié par Q0i. Moi j'ai une notation pour ça. On a inventé en mathématiques ce qu'on appelle les produits scalaires. Et ça se note comme étant un poids, un produit scalaire. Donc P0, vous devez le voir non plus comme une valeur, mais comme un vecteur de valeurs, plusieurs valeurs, d'accord? Et vous les combinez à des quantités. Donc vous faites le produit valeur par valeur et vous sommez tout ça. C'est ce qu'on appelle faire un produit scalaire. C'est ça le point qui est ici. Le point qui est ici, c'est pas une multiplication. C'est une multiplication, c'est un produit scalaire de vecteurs. Ça nous simplifie beaucoup les notations de faire ça. Quand vous cherchez un indice de Laspers des prix, un Laspers des prix, c'est quoi? C'est le Laspers, et évidemment, ceci est vrai également à l'instant 1. C'est les prix à l'instant 1 combinés aux quantités à l'instant 1, avec un produit scalaire. Quand on vous demande un Laspers de 1 par rapport à 0 des prix, ce que l'on vous demande, c'est de comparer quoi? C'est de comparer les prix à l'instant 0 au prix à l'instant 1. Le problème, c'est que P1 c'est un vecteur et P0 c'est un vecteur. Donc vous ne pouvez pas faire ce calcul, n'a pas de sens. Donc le problème, c'est de savoir comment vous allez calculer une moyenne pondérée en quelque sorte. Et donc pour ça, vous allez comparer, en fait, quand vous calculez un Laspers, vous allez utiliser comme référence les quantités de l'instant 0. Donc vous comparez bien les prix entre la date 1 et la date 0, mais en figeant les quantités. On est d'accord? À quantité inchangée. La quantité inchangée étant Q0. Ceci est un Laspers. Un Laspers, il considère finalement que ce que vous ne faites pas bouger est pris à l'instant 0. Un Pache, c'est toujours un Pache des prix, donc vous avez une notation, P de 1, 0 des prix, pour prix, d'accord? C'est toujours comparer P1 à P0, d'accord? Parce que c'est ça que vous voulez faire. Simplement, pour faire cette comparaison, vous n'utilisez pas les quantités de l'instant 0, vous utilisez les quantités de l'instant 1. Donc ici, vous mettez Q1. C'est donc le panier terminal, cette fois, qui sert à faire la référence. D'accord? Donc un Laspers, c'est vous comparez les prix des deux paniers aux deux dates, évidemment dans les deux cas parce que c'est un indice de prix, mais vous figez les quantités à la date initiale, alors que quand vous faites un Pache, vous les figez à la date terminale. Donc évidemment, le résultat va être différent.
Il n'y a aucune raison que les deux soient identiques. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant, j'imagine, dans la suite de l'exercice, que c'est pas la même chose. C'est bon sur l'aspect RFH? On va y revenir puisque maintenant on va faire quelques applications. J'y vais pour ces applications. Donc, CTRL H. Donc ça on a fait. D'accord? On a bien calculé l'indice. Indice des biens. Ah oui, je n'ai pas regardé la question qui était posée. C'est quoi la question qui est posée? Question 5. Calculer un indice de prix de l'Asper pour 2000 en prenant l'année 90 comme référence. D'accord? Donc c'est ce qu'on va faire. Donc comment on va faire ça? Je vais le faire sur Excel. On y va. On va sur Excel. Donc c'est un indice de l'Asper 2090. CTRL H. D'accord? Il est là. C'est cette formule-là. Ce tableau-là. L 2090 des prix. Et en fait, on va pouvoir le faire de deux manières différentes. On peut le faire de manière avec ma formule. Comment on fait? Regardez bien. D'abord, je fais 100 fois. Parce qu'un indice, c'est toujours quelque chose qui est multiplié par 100. Donc je le fais 100 fois, quoi. Et là, ce que je vais devoir écrire ici, c'est quoi? C'est les prix de 1990, les prix de 2000, en prenant comme référence les quantités de 90. Donc, regardez, il faut que je prenne les prix de 2000 qui sont ici, les prix de 2000 sont ici, et en les pondérant par les quantités de 90 qui sont là. D'accord? Ok? Il faut que je fasse le produit scalaire entre les deux. Il y a une manière de faire un produit scalaire sur Excel, qui est la fonction qu'on appelle somme prod. C'est quoi la somme prod? Ben regardez, je prends au numérateur, c'est les prix de 2000 que je dois prendre. On est d'accord? Je prends les prix des 2000, C3, C6, d'accord? Et je les combine aux quantités de 1990. F3, F6. Ceci, ça me permet précisément de faire le produit scalaire dont je parlais. C'est ce que j'ai appelé P1 scalaire Q0. J'ai pris les prix de la date 1, C3, C6, et je les ai combinés aux quantités de 1990. Donc, ça c'est la valeur du panier qu'on aurait eu en 2000 si les quantités de 90 s'appliquaient. Et pour calculer l'Asper, je dois diviser ça par combien? Je dois diviser ça par P0, Q0. Alors, je l'ai déjà calculé, P0, Q0. Il est ici. D'accord? Mais je peux le recalculer sous la forme d'une somme prod. C'est plus cohérent parce que c'est les données du premier tableau. Et on a vu que les données du premier tableau ne fonctionnaient pas très bien avec les données du tableau en dessous. Donc cette fois, je fais les prix de 90. D'accord? Je mets un point virgule et je les compose avec aussi les quantités de 90. D'accord? Donc j'ai fait somme prod de B3, B6, prix 90 avec quantité de 1990. Et j'ai bien fait la division. Donc ça va me donner le résultat. C'est bon, ça va être ça le résultat? Et j'y vais, je tape. Je trouve ceci. 113,17. D'accord? Donc c'est bien ce que j'ai fait. Maintenant, on me propose une seconde technique. Il y a un résultat qui est très important à comprendre, que je vais inscrire là. Vous le ferez tout d'abord directement. C'est ce que je viens de faire. Puis à partir des indices élémentaires. Comment? On verra si on va retrouver des problèmes. Faisons un petit peu de mathématiques avant, après on verra si ça va être juste ou pas. Imaginez que vous n'ayez que deux biens, d'accord?
c'est quoi l'indice de l'Asper s'il n'y a que deux biens? C'est I1 0P, c'est égal à P01 Q01 plus P02 Q02, d'accord? Et au numérateur, ça sera quoi? Ça sera P11 Q01 plus P12 Q02. Ceci, c'est l'indice de l'Asper, L, pardon, j'ai mis I, c'est l'indice de l'Asper, d'accord, divisé par 100. Ok? Je peux aussi l'écrire comme étant égal à P11 Q01 plus P12 Q02 divisé par ce que j'ai appelé ici V0. Le numérateur, c'est V0. Et ceci, ce n'est rien d'autre que P11 Q01 divisé par V0 plus P12 Q02 divisé aussi par V0. Ok? Mon objectif, c'est de montrer que l'indice de l'Asper, c'est une moyenne pondérée d'indices élémentaires de prix. Vous voyez ce que je peux faire apparaître ici, dans la première équation, le premier morceau, là? Si je divise par P10, ceci n'est rien d'autre que l'indice élémentaire des prix divisé par 100, du bien 1. Donc, je vais diviser par P10, donc si je veux le faire, il faut que je multiplie au numérateur par la même quantité, P10. Donc, ce premier morceau, je peux introduire P10 en haut et en bas, de manière à faire apparaître ici quelque chose qui ressemble à un indice élémentaire de prix. Et ceci, c'est quoi? Cette quantité, c'est quoi? P10 Q01 divisé par V0. C'est quoi? C'est le coefficient budgétaire du bien 1 à l'instant 0. Je peux faire la même chose pour le deuxième. J'ai P1, 2, P02 multiplié par P02 voilà, c'est P02 ou c'est P20? Non, c'est P20, c'est pas P02, c'est P20. Ah, le diable est dans les détails avec les notations. D'accord? Si je divise par P02, P02 c'est le prix du bien 2 à l'instant 0. D'accord? C'est comme ça que j'ai introduit mes notations. Ok? Donc c'est P02 multiplié par Q02 divisé par V0. C'est le coefficient budgétaire. C'est alpha 0,2. Ceci, c'est alpha 0,1. Et donc, vous voyez que P11 sur P10 et P12 sur P02, P11 sur P10 sur P11 sur P01, d'accord? Ah, c'est pénible la vie. Hein. J'ai des confusions dans les indices. C'est bon, il faut que je les corrige ou vous êtes assez grand pour les corriger? Comment? Donc au total, ça me fait quoi? Ça me fait que ceci c'est l'indice des prix du bien 1, élémentaire des prix du bien 1, entre 1 et 0, d'accord, que je note de cette manière-là, divisé par 100, multiplié par le coefficient budgétaire alpha 0,1, plus l'indice élémentaire des prix du bien 2 divisé par 100, multiplié par alpha 0,2. N'oubliez pas que alpha 0,2, bien sûr, c'est égal à 1 moins alpha 0,1, puisque il n'y a que deux biens ici. Donc, l'indice de l'Asper n'est rien d'autre
que la moyenne pondérée des indices élémentaires de prix, pondérée par quoi? Pondérée par les parts budgétaires pris à l'instant zéro. D'accord? Donc c'est ça la formule qu'on nous demande d'appliquer à partir des indices élémentaires. On va le faire sur Excel et on va voir si ça marche. Comme vous me l'avez fait remarquer, je ne suis pas totalement assuré que ça va marcher. Pourquoi? Toujours pour la même raison. C'est que l'indice du bien est lui-même un indice composite. On va voir si ça marche ou pas. Il faut s'y intéresser. De toute façon, ça c'est du cours. Enfin, c'est pas pour vous dire, c'est pas grave si vous n'avez pas compris. C'est que normalement c'est quelque chose que vous avez déjà vu. L'indice de Laspers, c'est la moyenne pondérée par les coefficients budgétaires initiaux des indices élémentaires de prix. Essayons de le faire sur Excel, d'accord? Alors, logiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut prendre les pondérations ici, les coefficients budgétaires, vous voyez, ils sont là, ces coefficients budgétaires, d'accord? Ça, c'est les coefficients budgétaires. Et les indices de prix, je peux les calculer à partir de ces éléments qui sont là. Ok? Donc, typiquement, ce qu'il faut que je fasse pour faire ce calcul, c'est que je peux prendre, on va le faire sans faire somme prod, on va faire 100, c'est un peu lourd, 100 fois quoi? 100 fois ceci multiplié par quoi? Ceci multiplié par l'indice élémentaire des prix du bien entre 2000 et 1990. C'est quoi cet indice élémentaire? C'est 1,1 divisé par 1,0. Ok? Ensuite, je fais la même chose avec les services marchands. Je prends le coefficient budgétaire en 1990, 34,94, et je le multiplie par quoi? Je le multiplie par l'indice des prix des services marchands entre 2000 et 90, c'est-à-dire 11,3 divisé par 10. En fait, j'applique la formule, c'est l'indice élémentaire divisé par 100. Je continue ce calcul. Je prends ici 6,03, d'accord? Et je le multiplie par quoi? Je le multiplie par l'indice élémentaire du prix du logement. 19,6 divisé par 15. D'accord? Enfin, il m'en reste un à faire. Je prends les 4,23%, c'est le coefficient budgétaire alpha, et je le multiplie par l'indice élémentaire des prix des services non marchands, divisé par 100, qui est 10,5 divisé par 8. Ok? Mathématiquement, ça devrait donner la même chose. Est-ce que c'est vrai ou pas? On a un petit moment d'angoisse. C'est pas très loin. D'accord? Donc, aux erreurs d'arrondi près, c'est juste. D'accord? Donc, je l'ai bien fait avec les deux méthodes. J'ai bien réussi à le faire avec les deux méthodes. Ok? Donc, dans cette seconde méthode, j'ai utilisé les coefficients budgétaires. Je vois l'indice de Laspers comme étant ça. Alors, en dessous, je ne sais pas pourquoi, on nous redemande de calculer un indice de Laspers. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça, mais c'est pas grave. D'accord? Donc, on trouve bien les deux mêmes. Allez, un petit dernier pour la route. On va voir ce qu'il nous reste comme question. Je sais que Patricia Bornetti, jeudi soir, elle a fini le TD1. Mais il faut dire que les étudiants du jeudi soir, ils sont tellement bavards que de toute façon, il faut avancer sans faire attention à eux. Et donc, du coup, elle a foncé, elle m'a dit j'ai tout terminé. C'est pas forcément un bon signe. Il vaut mieux prendre un petit peu de temps quelquefois. Bon, donc la question 6. Calculer l'indice de quantité de Laspers pour 2000 en prenant l'année 1990 comme référence. Comme on veut partir en vacances en ayant vraiment bien travaillé jusqu'au bout, d'accord, on va faire cette dernière question. D'accord, c'est l'indice de Laspers des quantités cette fois. Donc c'est quoi? Indice de Laspers des quantités. Vous allez comparer les quantités de l'année 00 aux quantités de l'année 90
En utilisant quoi? En utilisant les prix initiaux. P90. D'accord? Donc on compare bien les quantités de 0 par rapport aux quantités 90 en figeant les prix de 90. On fait sur Excel et on se quitte là-dessus. Sur Excel, qu'est-ce que ça va nous donner? On fait CTRL H, d'accord? Donc c'est cette question-là, et donc ce qu'on nous demande c'est les quantités. Donc je mets Q comme quantité. Vous pouvez le faire directement. Et comment on fait directement? On le fait avec, on fait 100 fois, il va faire combiner les quantités de 90 avec les prix de 90. Donc on va faire un sum prod. Vous avez un train là ou non, vous n'avez pas de train là. Attendez, mais vous voulez, c'est les vacances, moi je suis fonctionnaire, là il n'est que midi, on peut finir à midi 4. Non, c'est pas, il n'y a rien de grave. Donc faites comme moi, si moi je me rhabille pas, c'est moi qui donne le signal. Donc soit je me rhabille et c'est fini, soit je me rhabille pas et vous vous rhabillez pas. Enfin, ça me paraît être un comportement un peu normal. Sum prod de quoi? Sum prod des quantités en 2000, G3, G6, combiné avec quoi? Avec mademoiselle. Je vais combiner avec quoi les quantités en 2000? Oui, vous, votre voisine, c'est pas grave. Voilà, du coup, vous accrochez à votre chewing-gum, là. Bon alors, vous le combinez avec quoi? Vous le combinez avec les prix en 90. Puisque vous calculez un LASPER des quantités. Et vous le divisez par quoi? Par sum prod de quoi? Des quantités 90, c'est là, d'accord? Donc c'est bien F3 et 6, point virgule, avec les prix 90. Ok? Et ça vous donne l'indice de l'ASPER des quantités. Ok? Donc je vous laisse vérifier. Ça vous donne 120,36. Je vous laisse vérifier que, évidemment, vous allez avoir que ceci, ce n'est rien d'autre que la moyenne pondérée des alpha et 0, des indices élémentaires de 1 par rapport à 0, des quantités divisé par 100. D'accord? Évidemment, ça marche de la même manière. Bon, bah reposez-vous bien pendant les vacances. Et on se retrouve à la rentrée, bientôt il va y avoir une interro. Donc continuez à travailler vos TD. Je vous remercie de votre attention.